d'Alvraz, la cantine numérique de Brest a le plaisir de vous présenter son podcast. Dans ce 51e épisode du podcast, Jérôme Denis et David Ponty nous entretiennent de leur ouvrage « Le soin des choses, politique de la maintenance », paru à la découverte en 2022. Leurs recherches sur les opérations de maintenance et sur les personnes qui y œuvrent permettent d'aller au-delà de discours simplificateurs sur notre monde et sur ses dimensions numériques en particulier, qui ne seraient qu'innovation et standardisation. Ils lèvent ainsi le voile sur sa fragilité et sur les formes de travail et d'organisation invisibilisées nécessaires pour faire durer les objets, les services, les infrastructures et les systèmes. Bonne écoute. Jérôme Denis, David Ponty, bonjour. 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 Jérôme Denis, tu es professeur au Centre de sociologie de l'innovation au Mines Paris. David Ponty, tu es directeur de recherche au CNRS. Oui. Jérôme Denis, toi, ton travail et ta recherche se concentrent en particulier sur le travail des données, les pratiques de maintenance, et avec dans l'idée de pas oublier, de mettre en avant les soucis de la fragilité technique. Tout à fait. David, toi, tu t'intéresses aussi à ces choses-là, mais on te connaît aussi pour des travaux sur les pratiques d'écriture dans les différents milieux professionnels, et en particulier dans le domaine de la recherche scientifique, et puis sur aussi l'évaluation de la recherche scientifique et les politiques de maintenance des technologies et des infrastructures. Tout à fait. Et ensemble, vous avez publié l'année dernière un ouvrage important par son sujet, Le soin des choses, politique de la maintenance. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler ensemble? Alors travailler ensemble, ça date de 24 ou 25 ans avant ce livre, parce qu'en fait, on travaille ensemble depuis toujours, quasiment, en tout cas à l'échelle de nos carrières d'universitaires, on va dire. On travaille ensemble depuis très très longtemps et on écrit ensemble depuis très longtemps. Et ce bouquin-là est le sorte de l'aboutissement de 15 ans de travail commun, d'enquête commune, sur des choses qui n'étaient pas liées à la maintenance au départ, qui le sont devenues par une sorte d'accident d'enquête empirique, lié à une enquête qui était sur la signalétique du métro, qu'on avait plutôt orientée sur des questions de conception de la signalétique, et de sa standardisation, etc., la signalétique du métro parisien. Et puis à la toute fin de cette enquête-là, une personne nous a dit, mais cette fameuse phrase qui maintenant revient régulièrement quand on discute avec les gens, c'est « Avez-vous vu les gars de la maintenance ?» Et on était vraiment en train de terminer l'enquête, on était en train de valider tout ça, et puis on a dit « Ah non, nous n'y sommes pas allés ». Et on y a couru, et on a eu vraiment un profond, à la fois une grande satisfaction d'enquêteur, parce qu'on a fait du coup de l'observation, on a accompagné les travailleurs, ce qu'on aimait beaucoup faire, chacun de notre côté, depuis quelque temps. Mais surtout, on a eu un effet de ce que De Certeau appelle l'inversion du pensable. C'est-à-dire qu'on a complètement vu autrement et considéré autrement l'objet là, qui était en gros des formes d'écriture qui organisaient le monde. Non plus par leur solidité et leur standardisation, mais par leur fragilité et par les personnes qui s'en occupaient. Pour le dire simplement, et qui étaient ces ouvriers, principalement des hommes, même si leur patronne était une femme, qui maintenaient le système de la signalétique, les panneaux qui rouillaient, qui tombaient, qui disparaissaient, etc., et qui, à très peu par rapport à la quantité de panneaux, s'occupaient quotidiennement de ça. Et donc ça, c'est ce qui a déclenché notre intérêt commun pour ces questions de maintenance, en parallèle avec d'autres travaux qu'on a commencé à lire et qui ont émergé à ce moment-là, et qui se sont consolidés dans d'autres domaines complètement différents des sciences sociales. Et c'est ça qui fait que, voilà, ça c'était grosso modo en 2007, qu'on s'est dit qu'il y avait un sujet qui nous passionnait, qui résonnait aussi avec d'autres formes de questions en sciences sociales, sur la question un peu du travail quotidien, ordinaire, du travail un peu invisible, qui compte pas beaucoup. On a suivi cette piste-là, à deux,
parfois en allant faire aussi des enquêtes de notre côté avec d'autres collègues, notamment je pense à Daniel Florentin sur la question des réseaux d'eau, et qui a donné lieu après sur une invitation de Mathieu Pot-Bonneville, qui est le co-directeur de la collection à la découverte, à la mise en marche de l'écriture de ce livre. Mais la collaboration est vraiment très, très ancienne. Et donc, il y a à la fois une forme de déclic, quand on commence à voir qu'une chose est fragile et qu'on y fait attention, on se rend compte que beaucoup de choses qui nous entourent le sont. Et en même temps, tu l'évoquais, une atmosphère de continuité avec vos travaux et puis avec différents travaux, on va dire plutôt issus des études de sciences, hein, qui maintenant, en fait, vont prendre l'étiquette de Repair and Maintenance Studies. C'est une étiquette qui vous va? David? Alors effectivement, les travaux dont parle Jérôme qui ont à la fois, on va dire certains ont émergé au moment où nous on est au cœur de l'enquête et au moment où on a ce revirement, donc où on s'intéresse aux mêmes panneaux, mais on réalise que en gros l'adage les paroles s'envolent, les écrits restent. On était au cœur du les écrits restent s'il y en a qui s'en occupent. Et donc c'est vraiment ce moment-là dans l'enquête sur la signalétique où on bascule sur la maintenance. Et c'est un peu à ce moment-là que certains travaux. Alors il y a un article qui fait un peu date de Nigel Thrift et Stephen Graham. Donc ils font un article un peu d'un position paper, donc un article qui prend vraiment position en disant il serait temps de s'intéresser de manière centrale à la maintenance. Alors qu'on nous on est en plein dans nos données de maintenance et donc on se dit ouais, on peut contribuer à la chose. Il y avait un autre article qui date de 2000 par Christopher Henke qu'on a redécouvert après et qui était donc antérieur et qui posait aussi des choses. Mais en gros, c'est un peu un moment où nous, on a du matériel empirique, des réflexions en cours, et avec ces deux papiers, il y a d'autres travaux qui se mettent en route, et donc on commence à se repérer les uns les autres, on commence à organiser au sein de conférences internationales on va dire des regroupements thématiques autour des questions de maintenance, de réparation. Et donc sur l'étiquette Repair and Maintenance Studies, il y a un double jeu, on pourrait dire. Le premier mouvement, c'est on positionne un peu le slogan pour justement regrouper les gens, faire qu'on se reconnaisse, faire que ça attire éventuellement des gens qui travaillent sur des objets différents, mais qui avec cet angle se disent qu'ils peuvent répondre à l'appel et viennent et on découvre à la fois leurs travaux et les objets très spécifiques qu'ils ont. Donc il y a une sorte d'émulation, on est tous contents en gros parce qu'à chaque nouvelle présentation de soit des chercheurs installés ou des jeunes chercheurs, on découvre à la fois l'objet et les dimensions analytiques nouvelles que ça apporte. Donc on va dire on a joué un peu avec l'étiquette, mais nous on la revendique absolument pas parce que en fait, pour le dire autrement, pendant 15 ans, on a fait comme si Repair and Maintenance c'était un peu synonyme, ça a englobé des travaux qui allaient ensemble, et c'est effectivement le cas. Et en même temps, depuis le début, nous, on a un double rôle un peu dans ce regroupement, ce collectif, cette communauté, ce collège invisible, comme disent les premiers sociologues des sciences. C'est à la fois donc d'être parmi ceux qui ont organisé justement des mises en commun de travaux dans des conférences, mais c'est aussi, on l'a assumé assez vite parce qu'avec la signalétique, c'est ce qu'on voulait faire, c'est trouver un espace de comparaison pour éviter de dire sur tel objet et retrouver des généralités. Donc pouvoir spécifier les singularités et trouver les points transversaux. On s'est mis à lire dans un peu tout azimut en termes de sous-disciplines. Et donc dans le collectif, on est ceux qui ont un peu amené des choses que certains avaient repérées, mais jamais tout. Et donc et le livre, pour revenir sur le livre, c'est une façon de présenter aux lecteurs français tout un tas de travaux qui grouillent autour de cette étiquette, on va dire Repair and Maintenance Studies. En disant, voilà, il y a tout un continent de travaux on n'est pas que nous deux et on débarque et on vous explique. Donc on représente, on décrit longuement les travaux des collègues parce qu'ils alimentent la réflexion qu'on propose ici. Donc en gros, notre rôle, ça a été un peu ça dans la communauté et dans le livre. Et le geste un peu différent, c'est que dans le livre, on assume que là, on va le faire. On va assumer que maintenant, ces réparations, c'est pas la même chose. Mmh. Alors, c'est quoi la différence? Voilà. Alors, la différence, elle n'est pas...
Elle est analytique. Elle est analytique. La différence, comment dire, il y aurait des actes de réparation et des actes de maintenance clairement distingués. En gros, deux boîtes très différentes. C'est pas du tout ça. C'est dans la réparation, il y a de la maintenance, et dans la maintenance, il y a de la réparation. Si on devait. Par contre, le point, c'est qu'est-ce qu'on met sur le devant. Par quoi on commence et qu'est-ce qu'on met sur le devant de la scène. Et donc, si on met des actes de réparation, on est dans un monde où on a une sorte de séquence un peu binaire, où il y a un état normal du monde, et puis il y a une casse, une rupture, une crise, un désastre, selon les intensités, et on se met à réparer. Et la réparation est vouée à restaurer l'ordre tel qu'il était avant, ce moment de disruption. Et donc, quand on met la réparation au premier plan, on est dans cette dynamique, on va dire, analytique. Alors que ce qu'on décrit dans le livre, c'est que pour les mêmes genres de situations, si on met la maintenance au premier plan, on va en fait assister sur des opérations qui ne sont pas des événements, qui viennent répondre, donc encore une fois, à une casse, une rupture. Donc ça ne répond pas à des événements, c'est des activités très ordinaires, très quotidiennes, premièrement. Deuxièmement, au lieu d'insister sur la rupture, ça insiste sur la continuité. Donc c'est par ces activités que les choses continuent d'être ce qu'elles sont, se perpétuent, durent dans leur être, on va dire, persistent. Et en même temps, elles persistent jamais pour être totalement les mêmes. Et là, c'est le troisième point, c'est-à-dire qu'on ne remet jamais en état dans un état antérieur. Dans la continuité, il y a des transformations continues, plus ou moins grandes, mais il y a donc on va dire cette dynamique qui est de faire durer les choses avec selon les situations et les configurations, des ambitions de les faire durer les mêmes en fait, au sens le plus fort du terme. Et même quand on est dans ces modèles très ambitieux, il y a des micro-variations, il y a toujours des transformations. Et donc mettre la maintenance au premier plan, au plan analytique, il y a toutes ces différences. La dernière qui va avec l'événement, c'est que quand on regarde la réparation, on est plutôt dans une forme d'héroïsation. Les réparateurs, souvent des hommes blancs, selon les configurations, qui viennent donc sauver le monde, pour le dire un peu vite. Alors dans la maintenance, on n'est pas dans des héros qui sauvent, on est dans tout le monde, tout un chacun qui, selon les situations, les objets, est impliqué et fait effectivement durer les objets, les technologies et les infrastructures. On est plus dans l'idée, si je comprends bien, de prendre soin des choses, du monde, pour faire durer ces choses-là. Oui, c'est le terme important effectivement qu'on utilise dans le titre du livre, qui est le soin des choses, qui est une des premières pistes en fait qu'on a très vite identifié et qui a fait un lien pas du tout concerté avec d'autres travaux sur ces questions-là. C'est la question du soin et en anglais du care, et de tous les travaux qui ont montré la portée à la fois politique et théorique et éthique de penser ces questions de soins. Qui sont de l'ordre de l'ordinaire, du quotidien, qui sont de l'ordre du non-héroïque, du répétitif, qui sont dans certains domaines vraiment de l'ordre du travail invisible féminin, notamment dans l'espace domestique et dans l'espace du soin aux personnes, et qu'on essaye d'élargir à ces questions du soin aux objets et aux choses. Et c'est vrai que le soin, c'est cette chose un peu particulière qui est de l'ordre de la préoccupation, du souci pour le devenir ou la continuité de certaines choses. Alors dit comme ça, c'est très philosophique et très général, et en même temps c'est très prosaïque. C'est vraiment des choses très simples. On essaye de s'appuyer à la fois sur les travaux de collègues, mais aussi sur des documents un peu d'actualité, ou même des exemples tout simples du quotidien, quoi. C'est des choses effectivement, graisser la chaîne de son vélo ou nettoyer le filtre de sa machine à laver. On peut ce sont des choses qui sont de l'ordre du soin. Alors voilà, il faut faire attention à ne pas exagérer dans la portée analytique de ça, mais malgré tout, qu'est-ce que dit l'idée de soin? C'est au-delà de la question du souci, ça dit plusieurs choses. Ça dit notamment que ces objets-là
ces technologies ne fonctionnent pas toutes seules. Malgré une prétention parfois dans certains récits un peu de la modernité, pour le dire vite, on avait un peu tendance à imaginer, et avec des promesses même, qui sont faites de choses dont on n'a plus à s'occuper. Et c'est même l'idée du confort moderne qui, on va dire, date principalement des années 30, même s'il remonte encore à plus loin, des choses dont on n'a pas à s'occuper, et qui est en fait une espèce de masquage de plein d'activités qu'il est nécessaire encore de faire, qu'on fait faire à certains pour qu'elles continuent de durer. Donc ça, c'est un premier aspect très important. Dans les théories du care, cette question de l'autonomie, elle porte plutôt sur la personne en disant attention, il faut se méfier de cette idée de l'autonomie, par exemple. Et nous, on le déplace du côté des technologies. L'autre élément très important dans les théories et les réflexions sur le soin, c'est cette idée d'une fragilité qui serait la condition commune, en fait, qui n'est pas à l'écart entre le malade et le sain, par exemple, mais qui est l'idée d'une fragilité commune à toute chose, enfin à toute personne d'abord, qui est vraiment l'opérateur très important des théories du care et des questions de soins, et que là aussi on déploie en montrant que les mainteneuses et les mainteneurs, quand on les observe, quand ils appréhendent les objets et qu'ils s'en occupent, ils partent de cette idée-là. Une chose est forcément fragile. C'est pas un défaut, pour le dire encore autrement. C'est la condition normale, c'est la situation normale. Donc c'est très proche, et c'est très intéressant de mettre ça en avant et en lumière, parce que ça permet de, au-delà d'un aspect qui peut être un petit peu provocateur, comme ça à la première impression, c'est un vrai opérateur politique, et c'est un peu un opérateur éthique, dans le sens que on peut pas avoir des grands principes généraux qui seraient de l'ordre de la morale et de la justice. C'est ce qu'ont très bien montré les grandes autrices du care, Gilligan ou Tronto. Le soin, c'est une affaire située, c'est une affaire, c'est quelque chose qui est au contact, ici et maintenant, et c'est quelque chose qui traite d'un problème bien spécifique, bien particulier, en singularité, de la chose maintenue ou de la personne dont on prend soin. Donc ces connexions-là nous paraissent assez essentielles, et pas qu'à nous. Pour le coup, c'est une question qui traverse une grande partie des travaux qu'on évoque dans le livre, et c'est assez fructueux, parce que ça a aussi l'avantage que les gens qui travaillent sur le soin, on a eu beaucoup d'une réception assez importante du côté du monde hospitalier. Cette connexion, ils la refont dans l'autre sens. Quand on reparle des gens qui sont plutôt des mainteneurs, c'est plutôt souvent des hommes d'ailleurs, qui prennent soin des bâtiments, par exemple des instruments, etc. Ils se disent ah oui, c'est vrai qu'il y a une connexion avec les aides-soignantes, par exemple, et ça peut recréer enfin créer tout court, pas recréer, créer des espaces de discussion et de mise en commun, de préoccupation, voire d'organisation du travail, qui sont vraiment très intéressants. Et ça vient aussi à l'encontre d'un autre récit simplificateur, qui est celui qui concerne souvent l'informatique, le numérique, et ce qui vient avec, qui est le récit de la nouveauté, du jetable. C'est un point crucial qui est très bien traité, par exemple, par David Edgerton, qui est un historien des techniques, qui dit c'est problématique parce qu'en fait, l'histoire des techniques, c'est une histoire de l'invention. C'est l'histoire de l'innovation, en plus simplifiée. Et donc, en fait, ça masque une série de choses qui continuent d'être présentes, même si elles sont très anciennes, et qui sont souvent, comme il dit, créolisées, dans des lieux en plus qui sont peu présents dans l'histoire des techniques, qui sont évidemment les pays du Sud, les pays pauvres, ou les espaces pauvres dans les pays riches. Et en fait, il y a un enjeu effectivement de rompre avec l'obsession pour l'innovation et pour le jetable. C'est Pierre Kay, dans son livre Durée, qui est vraiment un livre très intéressant. Il y a récemment un entretien avec lui qui vient de sortir dans la revue Études, qui redit très simplement et très justement beaucoup de choses de son livre, qui dit que voilà, l'enjeu, c'est de sortir des ornières du modèle schumpeterien de la destruction créatrice, quoi. Et ce qui est quand même quelque chose qui guide aujourd'hui une grande partie du monde, notamment dans les nouvelles technologies, qui prétend effectivement faire de l'innovation disruptive une espèce de bien en soi, c'est-à-dire quelque chose qui est décorrélé même de pourquoi est-ce qu'on fait ça. Je suis passé hier devant un hôpital. Alors je ne sais pas si je vais retrouver tous les verbes, mais il y avait soigner, former, innover
et puis un quatrième terme. Mais on voyait très bien que le terme innover ne faisait absolument aucun sens dans cette histoire-là, parce que, enfin, en tout cas, c'était pas la même chose. C'est-à-dire innover, mais on ne comprend pas du tout quel est l'apport de cette espèce d'injonction. Et par ailleurs, l'obsession pour l'innovation, cette idée que la valeur, par exemple, c'est principalement créée par ces moments d'innovation destructrice, enfin de destruction créatrice, ça masque une réalité. C'est-à-dire que les ingénieurs sont. C'est un des chiffres qu'on donne généralement, notamment dans l'informatique, en fait, les ingénieurs sont plutôt 80% à faire du travail de maintenance, justement, plutôt que de l'innovation. Ça masque vraiment, en fait, l'état réel, actuel, de ce que c'est que le mode d'existence des technologies, y compris nouvelles. Il faut les entretenir, les faire durer, à moins d'organiser effectivement un monde du jetable, ce qui est l'autre versant de ce que tu évoquais. Et ce monde du jetable, par contre, là, son versant, c'est les déchets. Et c'est une production massive de déchets qui eux aussi sont masqués, en partie sont déportés vers les pays du Sud, qui vont où va s'inventer aussi des pratiques de maintenance et de réparation un peu, pour le coup, encore plus radicales, mais qui vont finir par faire durer quand même une partie des choses que les pays du Nord riches considèrent comme des déchets ou comme inutiles. Et ça, c'est aussi une question que la maintenance et que les pratiques du faire durer, parce que c'est ça la définition qu'on a de la maintenance, c'est une version très large, quoi. Comment est-ce qu'on fait durer les choses, donne à voir, qui en fait a pas complètement disparu, mais a été quand même largement étouffé par un programme avec un modèle économique particulier, qui est ce modèle d'abord du jetable, puis de la création destructrice, quoi, grosso modo, qui sont vraiment des business models, des modèles économiques, où la croissance et la valeur se produit par le remplacement, avec une vraie dévalorisation de toutes les pratiques de la durabilité au sens large. On entrevoit assez rapidement un aspect politique à cette chose, à la fois de ce choix de pratiquer une innovation schumpeterienne que tu évoquais, ou au contraire des volontés de réguler et de forcer la réparabilité des objets, ou au contraire d'empêcher l'auto-réparation. Je crois que vous évoquez pas mal le cas de matériel agricole, hein. Ouais, c'est vrai qu'il y a un débat aujourd'hui super intéressant autour de cette question de ce qu'on appelle le droit à la réparation. Aux États-Unis, ça s'est joué beaucoup autour de John Deere, un des grands acteurs du matériel agricole, qui, comme Apple, qui est l'autre grand acteur contre lequel se sont battus les activistes du droit à la réparation, a vraiment mis des dispositifs sur ces tracteurs d'empêchement d'une réparation autre que passant par son circuit agréé, donc une verticalisation, comme on dit, de la réparation et de la maintenance, qui dans le monde agricole est frappant, parce que pouvoir s'occuper de son tracteur au moment où on en a besoin, c'est quand même un élément crucial, et c'est quelque chose d'évident. Les fermes, l'espace domestique et l'espace de la ferme sont des espaces où les pratiques du faire durer sont quand même ancestrales et ont toujours été super importantes. Et donc les affaires de John Deere ont été éminemment problématiques et montées en épingle, parce que alors les tracteurs étant de plus en plus informatisés par des systèmes de GPS, de semi-autonomie dans la conduite, etc., ces logiciels-là ont rendu possible un blocage du tracteur si on passait outre ce circuit verticalisé de la maintenance et de la réparation. Et en même temps, c'est là qu'attaquent les principaux militants pour un droit à la réparation. Ça fait des années, ça a commencé par les voitures et notamment les réparateurs indépendants, les garagistes indépendants, qui ont failli perdre la main sur les voitures dans les années 90. Là encore, avec du numérique et avec de la propriété intellectuelle. Les ordinateurs, les téléphones, bon, il y en a beaucoup d'autres, pas mal d'appareils électroménagers et les tracteurs. On peut
penser que les choses sont en train de changer parce qu'effectivement Biden, il y a 2 ans, a demandé à la Federal Trade Commission de faire un travail justement, passant plutôt par le côté antitrust pour que cette question du droit à la réparation soit, vraiment prise en charge légalement, à l'échelle des États-Unis. En Europe, notamment grâce à l'association Halte à l'obsolescence programmée qui fait un travail, considérable en France mais de lobby jusqu'en Europe. Sur le droit à la réparabilité qui se fait un peu différemment, mais qui est lié par exemple à l'obligation qui va être faite pour tout un tas de produits que leurs producteurs gardent pendant au moins 15 ans des pièces détachées disponibles, que comme en France on mette en place un système de signal sur le marché des consommateurs, enfin côté consommateur, pour leur dire voilà cette chose-là est plus ou moins réparable, donc elle a un score, un peu comme le Nutri-Score qui est un score de réparabilité. Il y a plusieurs pistes comme ça qui montrent que il y a un conflit effectivement politique fort qui se joue sur la question de la durée d'une partie des biens de consommation, qui est qu'un tout petit aspect de la politique de la maintenance, hein, parce que c'est pas la même chose, par exemple, que les questions des grandes infrastructures urbaines ou d'autres éléments. Mais un élément très intéressant parce que s'articule en fait des problématiques d'émancipation des usagers, de lois antitrust aux États-Unis et de questions environnementales, puisque malgré tout, même si c'est très modeste, l'idée qu'on puisse réparer les choses, ça veut dire qu'on puisse les faire durer un peu plus longtemps, et donc on va en consommer moins, c'est-à-dire on va moins en jeter, donc moins de déchets, même s'il y aura un déchet finalement, mais surtout on va baisser un peu le niveau de production, c'est-à-dire on va peut-être un peu ralentir un rythme de surconsommation qui est quand même maintenant partagé par beaucoup comme étant problématique. Si je peux rajouter sur la déclinaison des politiques. En fait, ce qui est intéressant avec ce cas, donc John Deere, Apple, mais en tous les cas, plus généralement l'engagement d'activistes ou de simples consommateurs qui justement se mettent en marche pour revendiquer un droit à la réparation. Ce qui est intéressant, c'est que ça montre un aspect politique de la maintenance qui est celui-là, qui est très visible en fait, qui est un appel au droit, une montée en généralité sur les institutions, et qui rend visible le fait que la maintenance est une opération qui peut être revendiquée par donc un certain nombre d'acteurs. Donc c'est une forme de politique, voilà, comme je vais pas tout redéployer ce que Jérôme vient de dire, mais où il y a des luttes, où il y a des positions, des guerres de tranchées, des conflits. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la déclinaison, ça apporte autre chose qu'une autre forme de politique, qui est celle qui est de dire la maintenance, c'est toujours invisibilisé, donc il y a des configurations où justement c'est routinier, on n'en parle jamais, les gens en gros font un travail qui est à la fois négligé, peu reconnu, et dans lequel eux on peine en fait à faire valoir qui ils sont, l'importance de ce qu'ils font. Et donc, ce qui est intéressant, c'est donc là, c'est on pourrait dire les deux bouts du spectre sur le gradient visibilisation de la maintenance, qui permet de décliner différentes configurations où justement on va dire la teinte ou la coloration et l'intensité politique est très différente en fait. Et pour accomplir cette maintenance, il faut avoir un certain rapport à ces choses et à ce monde. Il faut savoir prêter attention à des signes parfois naissants, ou même pouvoir les anticiper en fait, puisque justement vous faites bien la distinction entre maintenance et réparation. Donc avant même que l'idée de réparation ne naisse, hein, il y a bien la maintenance qui est déjà là et qui a un rapport particulier entre le corps et l'objet pour en voir les variations, voir peut-être aussi l'évolution d'un côté de ce qui répond en fait aux sollicitations de l'un à l'autre. Oui, alors tout à fait. Ça rejoint ce que disait Jérôme tout à l'heure sur la fragilité comme état normal, comme condition commune, et où justement la maintenance part de là. Et c'est à l'endroit, on va dire, de cette fragilité reconnue aux choses que s'amorce et se déploie cette attention dont tu parles.
et qui effectivement une attention assez particulière puisque elle consiste à appréhender les choses donc dans leur fragilité et dans les micro-variations qui constituent les matériaux et qui constituent leur état. Qui en fait se rejoue avec tout un tas dans plein de situations professionnelles. Les experts, on va dire, appréhendent les choses d'une manière différente des non-experts. Et souvent, ils appréhendent les choses par des détails, par des signes très spécifiques, alors que le non-expert prend la chose comme un tout. Et donc là maintenant, c'est vraiment un cas spécifique où on retrouve ça, avec alors c'est toujours variable selon les configurations, les situations, il y a des organisations du travail, mais il y a quand même cette attention qui, très souvent, elle est équipée avec des instruments plus ou moins sophistiqués. Cet équipement, il peut même aller jusqu'à du contrôle à distance avec des capteurs ou être derrière des écrans. Donc le corps à corps est toujours là, mais il est très très médié par tout un tas de choses. Mais même là, en gros, il y a cette capacité à lire des signes et à détecter des signaux faibles dans la façon dont est devenue ou se comporte la chose qu'on veut faire durer, et dans laquelle on repère parmi ces micro-variations à la fois des choses qui sont pas graves. En gros, elle a un peu changé, mais ces éléments font qu'elle reste celle qu'on veut. Et inversement, il y en a qui dévient, qui l'emmènent vers une trajectoire qui n'est pas celle qui est décidée. Et donc, voilà, cette attention, elle est à la fois, donc là, j'étais dans des instruments à distance, mais elle passe aussi par le corps. Et une des leçons qu'on a vraiment appris de l'accompagnement des mainteneuses et des mainteneurs, c'est comment cette attention, elle est multisensorielle. Et donc, selon les configurations, évidemment, la vue est importante, mais le toucher, souvent, ils frottent, ils touchent, ils font teinter, voilà. Il y a selon les situations, il peut y avoir des questions d'ouïe, comme je viens de le dire, mais des questions d'odorat aussi. Donc voilà, il y a vraiment des engagements corporels, des rencontres sensibles, comme on le dit dans le livre, mais on pourrait retrouver des choses qu'on fait Bessier-Château-Renaud ou que tu as fait avec Francis Château-Renaud aussi sur justement les questions de perception de signaux faibles, on va dire. Donc voilà, cette attention, il y a vraiment ces éléments qui sont au cœur et et ça c'est un des points qui reboucle avec ce que disait Jérôme sur le lien aux soins et au travail répétitif, qui se joue dans, on va dire, une rencontre répétée. Alors selon les situations, ça peut être tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les 5 ans, ça dépend encore une fois des types d'objets et des configurations, mais on est sur une répétition qui font que l'attention, on va dire, et l'expertise s'aiguisent au fur et à mesure, et au point que certains sont capables de repérer des variations qui vont caractériser de manière des quasi-personnifications, en fait. En tous les cas, des idiosyncrasies où, même dans des biens industriels du même modèle de photocopieur, pour reprendre le travail très connu de Julian Orr sur les réparateurs de photocopieurs, à venir régulièrement dans ces entreprises-là, toujours les mêmes, toujours ces mêmes machines, à être capable de repérer, alors que c'est un produit standard, avec le même modèle dans un couloir, il y en a 10, on peut même, certains opérateurs leur donnent des petits noms, tellement ils savent comment elles fonctionnent dans leur spécificité singulière à elles, et qui permet justement au coup d'œil, au coup d'oreille, au toucher de telle chose, ou même en regarder dans la poubelle comment est froissé le papier, à savoir, parce que cette machine, encore une fois, elle est connue, et donc l'attention est aiguisée à un point tel que ces éléments sont très singuliers, et donc l'attention, c'est une façon de la configurer, mais ce que je viens de dire, c'est aussi une façon d'organiser le travail. Et donc ça, c'est des choses qu'on a à la fois un peu pointées dans le livre, mais qu'on découvre encore plus avec les invitations qu'on a auprès de professionnels auxquels donne lieu justement l'apparition du livre. C'est qu'il y a des organisations du travail assez différentes, et une des façons on va dire de faire valoir la maintenance, c'est de garantir que on a des équipes qui sont attachées à des parcs d'objets plutôt qu'à des organisations qui optimisent les flux
sans se soucier de l'attachement des opérateurs à, encore une fois, des parcs d'objets et donc de les faire varier. Et on perd toute cette connaissance dont je viens de parler liée à cette attention très spécifique. Jusqu'ici, on a évoqué plutôt une relation, cette relation du soin comme plutôt positive, mais il y a des moments où les objets, les choses se rebellent ou ne résistent en fait à ce travail de maintenance. Oui, c'est un point vraiment super important, parce qu'il y a un risque énorme et c'est vrai de tous les travaux sur le soin aussi, de romanticiser, cette activité en disant, voilà: «C'est un monde merveilleux, on fait tous très attention, et toutes et tous, voilà, on fait durer les choses», comme si, comme si d'ailleurs c'était quelque chose de désirable en général. Heu et il y a un double problème avec ça, c'est-à-dire qu'il y a un problème très global qui est qu'on peut pas tout faire durer. Donc il y a aussi un enjeu politique dans cette histoire-là. Qu'est-ce qu'on fait durer, dans quelles conditions? Et puis il y a, effectivement la situation concrète de qu'est-ce que ça veut dire de faire durer telle ou telle chose, notamment dans les mondes professionnels où, finalement, les conditions de travail, par ces corps à corps qu'évoquait David dans la dimension attentionnelle, mais qui s'intensifient dans les interventions de maintenance, puisqu'il faut resserrer quelque chose, retoucher tel aspect, intervenir, parce que la maintenance, c'est une forme d'intervention. Il peut y avoir de la violence, et ça peut coûter quelque chose au corps des mainteneuses et des mainteneurs, et ça, c'est quelque chose de très important qui accentue encore ce deuxième aspect de la politique qu'évoquait David tout à l'heure, c'est-à-dire on ne peut pas il ne faudrait plus se permettre d'invisibiliser ce travail, pas simplement parce qu'il est important, pas simplement parce que ce serait une espèce de justice dans la description des conditions des choses, mais aussi parce que c'est un coût en fait, c'est un coût et c'est un coût parfois physique et que le cachet produit une vraie forme de mensonge sur la valeur globale, on va dire, de la chose qui dure. Et ce coût-là peut être assez radical du point de vue des personnes qui s'occupent des choses, parce que des choses que les ergonomes connaissent très bien, ça produit des troubles musculo-squelettiques et donc ça produit des intoxications ou des choses de ce type-là. Euh, et sauf que ne pas du tout les voir ou les apercevoir, c'est déjà un peu le cas, évidemment, dans la production. Mais dans la maintenance, c'est encore plus fort, l'invisibilisation de tout ça, ou la négligence de cet aspect-là, de la condition d'existence des choses. Pensons notamment aux grandes infrastructures qui font que nous, dans les pays riches, vivons dans les conditions dans lesquelles nous vivons. C'est un vrai problème, puisque ça produit des travailleuses, des travailleurs abîmés, qui souffrent en partie de leur activité au nom de la continuité d'autres activités, c'est-à-dire pour des objets techniques ou des infrastructures qui sont mises au service d'usagères ou d'usagers qui, eux, par contre, n'ont pas besoin de se préoccuper de tout ça. Et c'est un des grands enjeux aussi des théories du soin, justement. Et Tronto, par exemple, expliquait que finalement, ce qu'il fallait se demander, c'est dans quelles conditions certaines personnes pouvaient ne pas prendre soin, ne pas se préoccuper de l'état des autres ou des choses, et certaines personnes, au contraire, ne pouvaient pas échapper à ces questions-là. Et ça rebat un peu les cartes des distributions, des asymétries, des inégalités sociales. Ça rejoint des histoires de classe sociale, mais finalement, ça dit autre chose. C'est-à-dire qui est le maintenu de qui maintient qui, et à quel prix, à quel coût, notamment physique, physiologique. Et c'est absolument essentiel, parce qu'il y a vraiment un risque très fort de romanticiser complètement la relation de maintenance à la, on va dire, Matthew Crawford, ou cette idée du déjà c'était mieux avant. Et puis il y a une vraie relation immédiate entre la machine et l'être humain, qui est souvent un homme torse nu, et la machine étant un moteur de voiture. Tu veux dire qu'il y a une certaine forme d'esthétisation. Exactement, ouais, ouais. C'est vrai que c'est une romantisation qui est esthétique aussi, sur les Mm. choses, et qui en fait du coup est contre-productive du point de vue de ce qu'on raconte, parce que c'est souvent tout sauf esthétique, les pratiques de maintenance.
Maintenant, qu'on fasse ce que c'est que la maintenance, on peut aussi lui redonner à ces mainteneurs et ces mainteneuses un aspect, un pouvoir sur les choses qui est celui d'évaluer, de décider ce qui doit être maintenu, comment le maintenir. Parce que finalement, nettoyer, réparer, graisser, remettre en place, c'est aussi décider de ce que doit être la forme ou dans quelle direction elle doit aller. C'est aussi peut-être c'est aller à l'encontre du temps et c'est choisir ce qui doit, ce sur quoi le temps peut faire son œuvre ou pas. C'est aussi parfois enlever une patine que certains auraient préféré conserver. Oui, effectivement, il y a des questions. Donc faire durer, il y a des questions de définition en fait du temps et de la façon dont justement il est constitué en problème selon les objets, selon les configurations. Alors ce qu'on a essayé de faire dans le livre, c'est identifier des gradients dans, on va dire, des façons dont le temps pose problème justement aux mainteneuses, aux mainteneurs. Alors on a un premier gradient dans cette importance dont le temps oblige en fait les personnes à faire avec. C'est ce qu'on a appelé la permanence. Et donc une forme très très ambitieuse où là la configuration, les configurations, puisqu'on compare des choses un peu bizarres, mais c'est un peu pour prendre le lecteur à contre-pied et en même temps jouer quand même l'heuristique de la mise en comparaison entre des panneaux de métro ou le corps de Lénine, étudié par un collègue Alexei Yurchak. Et donc la question c'est en gros se donner des moyens très ambitieux pour que la chose qu'on veut faire durer, donc là des panneaux, un système signalétique ou le corps d'un homme d'État, se donner les moyens pour que on le fasse durer de manière éternelle, permanente, et donc prendre le temps comme quelque chose qui est problématisé comme quelque chose qui va être un éternel présent. En fait. Et donc ça suppose des moyens assez considérables. Ça suppose également dans la façon dont la chose est constituée de faire des choix entre des éléments premiers, des éléments secondaires. C'est toujours une définition de la chose, en fait, la définition du temps. Et donc on a ce qu'on appelle une ontologie modulaire, où donc on a des choses qui peuvent faire l'objet de complets remplacements, mais qui sont considérées comme non problématiques, puisque ce remplacement va permettre au tout de rester le même, en fait. On a une autre forme qu'on a identifiée dans cette façon de problématiser le temps, c'est la question du ralentissement, où le temps, en fait, on sait qu'en fait, on ne peut pas, contrairement donc à cette première configuration où on se sent tout puissant, on va faire ce qu'on peut pour faire durer les choses, mais dans une forme où l'intervention est plus faible, on va dire. On ne peut pas aller trop loin puisqu'on est dans des situations où souvent l'intégrité de la chose est frappée d'authenticité. Donc que ce soit des bâtiments, donc des questions de patrimoine, des questions d'œuvres d'art. Et donc on va effectivement intervenir, mais pas trop, sinon on va détériorer la chose en intervenant pour la faire durer. Et donc on est dans une forme où on sait qu'à terme, le à terme, ça peut être quelques années, ça peut être quelques siècles, encore une fois, ça dépend de la chose, mais on sait que de toute façon, elle est vouée à disparaître, et tout le travail de maintenance, c'est de la faire durer un peu plus, en sachant, encore une fois, qu'on va la perdre, et donc de ralentir, en fait, cet élan, on va dire, cette dynamique du temps. Il y a une troisième figure ou une troisième façon de problématiser le temps qu'on a identifiée, c'est celle de la prolongation. Et donc là, c'est intéressant parce que c'est à la fois quelque chose de très décontracté qui est de dire je veux faire durer telle ou telle chose et décontracté sur le plan ontologique, on pourrait dire en gros on change ce qu'on veut comme on veut à partir du moment où c'est la fonction qui continue. Et donc on a cet exemple souvent
prendre une portière de voiture. Alors, il faut que ce soit quand même le bon modèle, la même marque, mais c'est pas du tout la même couleur. Bon, c'est pas grave, elle marche, la portière ferme et puis la voiture marche. Donc, on a des choses comme ça où on a le raccommodage sur les pantalons, avec nos enfants qui adorent se mettre à genoux. Enfin voilà, on a des choses comme ça. Et donc on a une forme où en gros c'est de faire durer un peu plus la chose, mais dans une forme très décontractée, avec une forme d'intervention assez minimale ou assez simple en termes de normes et de critères qui viendront l'encadrer. Et en même temps, cette figure de la prolongation, c'est celle qui précisément donne lieu aux luttes et aux conflits dont on parlait tout à l'heure sur le droit à la réparation, avec des objets qui sont complètement verrouillés par rapport à cette capacité de problématiser le temps comme d'en faire un problème de prolongation. Et puis il y a un quatrième élément qui dans la liste est plutôt une ligne de fuite, puisque c'est quelque chose qu'on n'a pas étudié nous-mêmes non plus, mais qui en plus inverse la chose. C'est pas comment le temps est un problème pour les humains qui cherchent à faire durer les choses, c'est comment en fait des choses s'imposent et donc continuent de durer alors que c'était pas prévu, c'est pas ce qu'on voulait en tant qu'humain. Et donc c'est quelque chose qu'on identifie avec la question de l'obstination. Donc on a une collègue qui a travaillé sur un satellite qui montre comment en fait il continue d'envoyer des données, comment il continue en gros d'exister et de fonctionner après la fin de son programme scientifique, technique et politique de l'institution qu'il a mis en orbite, et donc qui oblige à tout un tas de choses de la part des personnes qui étaient attachées et qui continuent à être attachées, mais d'une autre manière qui nous touche beaucoup plus globalement. Il y a la question des déchets nucléaires, et donc qui continuent à s'obstiner alors que pour nous, en gros, ils sont finis. On n'en a plus besoin, mais ils sont là, ils nous appellent, et ils obligent par leur présence et leur qualité à ce qu'on s'en occupe. La question des plastiques aussi, des microplastiques, est une manière de saisir cette forme de l'obstination où, alors qu'on on avait fini avec ces objets qui sont devenus des déchets et qui en fait continuent d'être là et qui obligent à s'en occuper. Et peut-être sur cet aspect du temps, c'est un point assez important, on va dire, en sciences sociales. On a eu tendance un peu à dire, bon, le temps n'existe pas, le temps est une construction de l'être humain qui l'a produit avec plein d'outils pour le mesurer et organiser le monde. Et en fait, ces histoires de maintenance et cette question de faire durer les choses permet de voir qu'il y a des sites, des endroits où les êtres humains se posent cette question-là comme quelque chose qu'ils subissent et qui leur pose un problème, et pas du tout quelque chose qu'ils maîtrisent et qu'ils organisent. Et donc ça déroute un peu une sorte de regard dans un débat plus philosophique sur ce que c'est que le temps, donc c'est un grand débat, mais qui est un point important parce que on a un geste là qu'on n'a pas du tout mentionné, le geste un peu global du livre, c'est cette idée que on peut apprendre des questions des mainteneuses et des mainteneurs. C'est-à-dire qu'ils ont aussi, c'est une manière très particulière de faire des sciences sociales, de la sociologie ou de la philosophie, qui est de considérer que ce sont ces personnes-là qui sont des experts ou des expertes. C'est très particulier puisque ce sont souvent plutôt des gens en bas de l'échelle des professions ou des activités, mais qui nous apprennent véritablement à poser et à formuler des questions les plus philosophiques, parce que c'est un livre qui est dans une collection de philosophie, qui s'appelle Terrain philosophique, mais qui les porte à la fois d'une manière très ambitieuse sur un plan un peu, on va dire, conceptuel, qui invite à une conceptualisation ou à comprendre ou à comprendre des aspects conceptuels qui peuvent nous aider à penser d'autres choses, mais qui le font de manière très pratique, très concrète, comme des problèmes qu'elles rencontrent précisément, de manière située. Et cette question du temps est un bon exemple pour ça. Que c'est vraiment dans faire durer les choses, c'est cette question de la durée là. On a toujours l'habitude de dire qu'ils sont les mainteneurs, les mainteneuses sont très bergsoniens, mais qu'après en même temps ils se tartent entre guillemets, ils se coltinent cette question de la durée, de manière très concrète, et c'est extrêmement intéressant de comprendre la diversité de tout ça, puisque c'est aussi, comme tu le soulignais au tout départ de ta question, des enjeux aussi politiques de qui décide, dans quelles conditions, qu'est-ce qui se joue autour de toute cette forme de
problématisation du temps de la chose et du coup de la chose elle-même à chaque fois. Est-ce que vous ou comment vous traitez, des formes dans lesquelles, cette maintenance devient une forme d'enrichissement, devient une forme de valeur, en elle-même? Tu évoquais, David, le cas du pantalon qu'on reprise. Finalement, chez certains collectionneurs, c'est cette forme-là même qui va être recherchée. On peut penser, aux enfin, à de nombreuses œuvres d'art ou objets de collection dont les certificats de maintenance vont rendre l'objet encore plus souhaitable, authentique. Ouais, c'est une grande question qui est un peu quand même un des angles morts du livre, qui est qu'il y a des domaines et des endroits où la maintenance est hautement valorisée, dans des configurations très différentes. Notamment sur la question d'authenticité, effectivement, c'est un point crucial. Évidemment, les œuvres d'art, le patrimoine. Alors, ça n'empêche pas qu'il y ait des conflits. On l'attrape, la question de l'authenticité, pour montrer la variété des réponses possibles à la question de l'authenticité. Mais malgré tout, dans le monde de l'art, par exemple, les mainteneuses et les mainteneurs, on peut pas complètement dire que ce soit des petites mains complètement invisibles. Même si, et ça, c'est le travail de Jones et Yarrow, par exemple, qui viennent de sortir un bouquin sur la restauration patrimoniale qui est super intéressant et dont on cite quelques articles. C'est malgré tout le maçon ou vraiment la personne qui est en contact avec la chose et qui est pas celle qu'on voit le plus souvent et qui est le moins au gré dans ces histoires-là, qui va quand même vraiment se coltiner ces questions-là précisément et faire l'épreuve précise de même la doctrine, etc. Et là, la valeur, elle n'est pas complètement constituée à cet endroit-là quand même. Mais c'est vrai qu'il y a des domaines, alors il y en a plusieurs, hein, il y a ceux que tu viens d'évoquer, mais il y a aussi des domaines industriels où la maintenance est au contraire une espèce de vache à lait dans le monde de l'industrie, où on a retourné les choses et on est basculé du côté de l'économie de la fonctionnalité. C'est-à-dire que, et d'un certain point de vue, Apple et John Deere, c'est ce qu'ils font. Quand ils font la lutte, qu'ils empêchent les petits réparateurs indépendants ou les consommateurs eux-mêmes de maintenir, c'est bien parce qu'en fait, ils captent une forme de valeur de la maintenance. Alors une valeur à plein d'égards. Pour du Apple et John Deere, c'est compliqué sur des biens de consommation, donc on ne sait pas bien dans quelles conditions est-ce qu'ils jettent ou pas, enfin comment ils produisent cette valeur-là, parce qu'ils sont quand même dans le modèle du remplacement. Mais dans le monde industriel, cette valeur est complètement constituée dans cette idée que c'est un service, c'est un objet très complexe, on s'en occupe et on vous livre où on vous donne accès à quelque chose, par exemple des moteurs d'avion, qui sont en fait des temps de vol. Et vous n'avez plus du tout à gérer cette question-là, non, c'est nous qui nous en occupons. Et là, l'hypothèse, et notamment les travaux qui se penchent sur ces questions-là, on pense à Alina Souroubarou, avec qui on a discuté récemment, qui travaille sur ces questions-là dans le domaine militaire, se jouent d'autres enjeux de captation, pour le coup, de la valeur de la maintenance, avec même la production d'une espèce de boîte noire un peu sur, bah oui, bah là, du coup, c'est de la maintenance, c'est de l'entretien, on peut pas bien expliquer pourquoi, mais ça coûte tant, quoi. Et ça coûte beaucoup plus cher que la chose simplement qu'on vend et dont vous vous occuperez après. Et donc ça, c'est un angle, c'est un point qu'on mentionne et qu'on évoque très rapidement dans le livre, mais qui est très intéressant, qui est un élément pour montrer que cette idée de la non-valeur de la maintenance, elle est quand même très répandue et c'est une problématique très générale et les rebonds différents qu'on a sur les différentes invitations, qui fait qu'on rencontre plein d'autres domaines professionnels qu'on n'avait pas rencontrés, on voit que c'est quand même une problématique absolument fondamentale. Mais il y a des endroits particuliers où c'est inversé. Et c'est très intéressant parce que ça montre des enjeux politiques et des enjeux de conflits sociaux et de redistribution du travail ou des responsabilités qui invite justement à complexifier pour pas avoir une lecture trop simpliste. De même, il faut pas avoir une lecture trop romanticisée de cette histoire-là. Il faut pas non plus avoir quelque chose de trop misérabiliste qui viendrait à dire par nature la maintenance c'est ce qui est invisible, machin, etc. Ou c'est ce qui est sans valeur. C'est qu'il y a des endroits effectivement qu'on a peu étudiés où ces questions-là sont cruciales. Et c'est vrai qu'on peut mentionner aussi le travail de Yael Kreplak, par exemple, sur les documents qui accompagnent les œuvres d'art, qui témoignent précisément des différentes activités de maintenance et qui sont cruciales pour stabiliser et consolider la valeur de ces œuvres d'art. Merci beaucoup Jérôme Denis, David Ponty, hein. Merci et merci pour ces questions précises et attentionnées.
Merci pour l'invitation. Cet épisode touche à sa fin. Nous espérons qu'il vous aura intéressé. Envoyez-nous vos questions, commentaires et propositions par email à coucou@lacantine-brest.net ou via Twitter. À très bientôt.